Bienvenue pour le webinaire annuel du ROSE, le réseau d'observation statistique de l'énergie et des gaz à effet de serre, qui est nommé donc comment l'Île-de-France décrypte-t-elle les données énergétiques pour la décarbonisation du parc tertiaire. Je suis Dylan Potier, je suis chargé d'études de données énergie au département énergie-climat de l'Institut Paris Région. C'est moi qui suis en charge de l'animation du réseau et qui vais donc animer ce webinaire tout du long. Avant de laisser la parole aux intervenants de ce webinaire, je voulais juste vous donner quelques informations au préalable général. Les micros et les caméras, ils resteront fermés durant le webinaire, durant les interventions, hormis du coup celles des intervenants, bien entendu. Le webinaire, il est enregistré et il sera bien diffusé en replay, a posteriori sur le site du ROSE, tout comme les supports de présentation. Et enfin, vous avez une rubrique qui est assez importante pendant le webinaire, la rubrique Q et R, qui est en haut de votre page, que je vous invite donc à utiliser pour poser directement vos questions plutôt que dans le chat. C'est beaucoup plus simple pour centraliser toutes les questions durant le webinaire. On tâchera d'y répondre durant les différentes séquences. Et dans tous les cas, pour information, il y aura, comme d'habitude, pour ceux qui viennent annuellement, il y aura un document qu'on vous partagera à la fin qui répondra parfois plus en détail aux questions que vous avez pu poser durant le webinaire. Et ce sera mis à disposition en même temps que les présentations et que le replay. Concernant l'ordre du jour de ce webinaire, donc le voici, plusieurs personnes que je remercie chaleureusement, que ce soit en présentiel ou à distance, pour leur participation. Donc tout d'abord, on aura un mot d'accueil conjoint par les deux structures opératrices du ROSE, à savoir donc l'AREC Île-de-France et Airparif, avec Thomas Emerdinger, directeur de l'AREC, et Anne Kaufmann, directrice des études et de la prospective chez Airparif. Ensuite, on aura une introduction qui sera faite par Sébastien Masse, le directeur de l'environnement à la région Île-de-France, à distance. Après ces brèves introductions, on pourra passer finalement au cœur du sujet, à savoir donc les données du ROSE et leur présentation. Pour cela, on interviendra donc à deux voix avec Pierre Pousset, ingénieur d'études chez Airparif, qui vous présentera tout d'abord les données d'inventaire des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Puis, pour ma part, je vous présenterai les données d'inventaire des productions d'énergie. Après ces présentations des données, je vous présenterai rapidement notre outil énergie, de mise à disposition des données auprès des collectivités, donc comment on y accède, comment on l'utilise, etc. J'y reviendrai en profondeur juste après. On enchaînera ensuite avec le cœur du sujet de ce webinaire, donc à savoir l'analyse du tertiaire francilien avec deux intervenants. Donc tout d'abord Florian Michel, qui travaille à mes côtés et qui est chargé d'études à l'AREC, qui vous présentera la dernière publication fraîchement sortie, à savoir donc les chiffres clés édition 2026 qui porte sur justement les principales données du secteur tertiaire et l'analyse qui peut en découler. Et on aura ensuite Hugo Perrin-Delmotte qui vous présentera les travaux menés au sein de la DRIUAT sur l'analyse des données de la base éco-énergie tertiaire, mais aussi et surtout finalement les déclarations qui ont un petit point d'étape un peu sur les déclarations réalisées sur la plateforme Opérat. Et enfin, on aura une intervention de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, donc la FNCCR, au travers donc d'Éric Kenda, coordinateur du pôle régional d'Île-de-France du programme ACTE, qui vous présentera ce dernier, mais aussi finalement les leviers d'accompagnement financier et technique mis en place dans ce cadre qui sont disponibles pour les collectivités. Donc voilà, je crois que je peux laisser la parole à Thomas et à Anne pour le mot d'accueil, et donc merci à tous. Merci beaucoup Dylan. Donc c'est un petit mot introductif sur la présentation du ROSE, donc l'Observatoire francilien de l'énergie et des gaz à effet de serre. Donc pour rappel pour ceux qui ne suivent pas les webinaires annuels du ROSE, c'est un observatoire qui existe maintenant depuis 2008. Voilà, c'est un observatoire qui est coporté donc à la fois par Airparif et par l'AREC, avec également donc l'AREC qui fait partie de l'Institut Paris Région, donc l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France. C'est un comité de pilotage qui rassemble collectivités, donc notamment le Conseil régional Île-de-France et maintenant la métropole du Grand Paris, avec des acteurs institutionnels, donc l'ADRIEAT et également l'ADEME Île-de-France, et avec des différents membres qui traitent des questions énergétiques. Donc, en premier lieu, ce qu'on appelle les énergéticiens, donc les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, donc de gaz et électricité.
Donc, je vais les citer: RTE et Enedis pour l'électricité et GRDF et Natran, historiquement connus sous le nom de GRT Gaz. Également, les deux principaux syndicats d'énergie en Île-de-France, CGIF et Siperec, mais évidemment, il y a d'autres syndicats d'énergie en Île-de-France. La CCI Paris-Île-de-France pour représenter les acteurs économiques et Île-de-France Mobilité, sachant que là, évidemment, les questions de mobilité sont un enjeu tout à fait majeur en Île-de-France en raison des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques. Donc pour le coup, l'AREC est en charge de l'inventaire des productions énergétiques et l'animation du ROSE, donc avec Dylan, que je remercie ici pour sa ténacité et son animation du ROSE. L'Institut Paris-Région sur tout ce qui va être l'infrastructure, la communication et les outils de visualisation et de valorisation des données du ROSE qui vous seront représentés tout à l'heure. Et Air Paris, Anne, merci Thomas. Et côté Air Paris, on a en charge toute la réalisation et la mise à jour et l'interprétation des inventaires de consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, on utilise des méthodologies nationales. Communément, on dit selon le guide PCIT, en fait, c'est le guide méthodologique validé par le ministère en charge de l'environnement et du climat. Il est en cours de mise à jour régulière, mais là, actuellement, il est en cours de mise à jour avec une vigilance particulière de la DGEC qui souhaite que ce guide soit explicitement la référence non seulement des inventaires de qualité de l'air qui était le cas, ou de polluants de l'air qui était le cas au départ, mais maintenant aussi, même si c'était déjà le cas, renforcer la partie méthodologique, inventaire de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'il y a une volonté, c'est bien évidemment dans une logique de pouvoir plus facilement décliner les engagements nationaux de réduction de gaz à effet de serre à l'échelle territoriale et assurer le suivi et la cohérence entre les deux échelles. Nous, on fait un inventaire, vous allez le voir, fin tous les 2 ans, et Pierre Pousset y reviendra. Mais on fait aussi une information, c'est ce qu'on vous présentera cette année, les années intermédiaires à l'échelle uniquement régionale et métropolitaine. On vous le présente aujourd'hui et Pierre le présentera. Vous pouvez vous en servir pour faire des tendances par rapport aux informations de tout l'historique et qu'on refait à chaque nouvelle version d'inventaire et de l'année 2022 pour décliner des tendances sur 2023. Il n'y a pas d'énormes variations entre l'échelle régionale et les échelles fines territoriales. Un petit point de vigilance, si vous avez une grosse installation industrielle qui a été fermée entre 2022 et 2023, ou bien, à l'inverse, une construction d'une grosse installation. Juste pour terminer sur la partie introductive, on rappelle que le ROSE publie donc des données de référence, donc référence à la fois pour les exercices de planification à l'échelle régionale, donc ça vous sera juste présenté après, donc en l'occurrence le schéma régional climat air énergie, mais également aussi d'autres documents de planification comme le SDRIFE ou d'autres documents, et ça sert aussi les collectivités locales, notamment pour les plans climat air énergie territoriaux, mais ça peut également servir d'autres documents locaux, comme des plans locaux d'urbanisme, communaux, intercommunaux, des SCOT, etc. Mais ça sert aussi l'ensemble des acteurs qui s'intéressent aux enjeux énergétiques et climatiques, donc notamment les émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France, donc aux différentes échelles. Donc c'est vraiment un observatoire qui sert à l'ensemble de ses membres, évidemment, mais l'ensemble des collectivités territoriales d'Île-de-France. Et je voudrais juste citer, j'ai oublié de citer l'énergéticien EDF, qui est également partenaire du ROSE depuis d'ailleurs la création. Super, merci beaucoup Thomas et Anne pour ce petit mot d'accueil. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Sébastien Masse pour l'introduction. Oui, bonjour à tous. Désolé de ne pas pouvoir être parmi vous sur place aujourd'hui, mais je vous dirai pourquoi très rapidement. Je vais tout d'abord vraiment je tiens à remercier vraiment l'Institut Paris Région et puis Air Paris pour tout le gros boulot qui est réalisé
d'un point de vue technique et d'analyse au sein du ROSE. Je pense que c'est vraiment un outil qui est très important pour nous de pouvoir disposer finalement de cet observatoire qui permet vraiment de savoir où on se situe en termes de données, que ce soit en termes d'émissions, en termes de consommation, savoir où on se situe, savoir d'où on vient très clairement pour pouvoir tracer justement les trajectoires et savoir où on va. Dans tous les exercices prospectifs qu'on peut faire, et le SRCAE en est un, dont vous venez de parler, on a vraiment besoin de pouvoir s'appuyer justement sur toutes les données connues, avec souvent des évaluations sur les données qui sont moins connues, et de pouvoir, à partir de ces données-là, réussir à tracer les perspectives, de savoir quelle Île-de-France on veut finalement pour demain. Et c'est assez important d'avoir comme ça un observatoire qui va rassembler bah, les énergéticiens, les différents acteurs, les collectivités, pour que tout le monde puisse aussi partager la même donnée. On sait bien qu'en fonction de la façon dont on mesure les choses, en fonction de la façon dont on les modélise, on peut avoir des différences et c'est important quand même d'avoir un point de départ qui soit un peu le même pour qu'on puisse tous un peu parler de la même chose. Et donc, c'est quelque chose qui a été très important sur tous les travaux auxquels de nombreuses personnes d'entre vous ont pu participer sur le SRCAE. On a pu voir à quel point la donnée de départ est importante pour essayer de tracer justement les scénarios à venir. Le sujet d'aujourd'hui, vraiment sur la décarbonation du parc tertiaire, est vraiment capital quand on voit ce que représente finalement le parc tertiaire en termes d'émissions et en termes de consommation en Île-de-France. Et justement, réussir à analyser ces données, les différentes composantes qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui est vraiment structurant. Alors justement, pour continuer à accélérer cette décarbonation du parc tertiaire, je pense que vous avez dû voir que la région a lancé un plan énergie 2026-2028 doté de 850 millions d'euros. Donc ça, c'est un plan énergie qui ne porte pas que sur le parc tertiaire, mais notamment, et surtout, ça va nous permettre d'accélérer tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments publics, des équipements sportifs, relancer la reprise en fait, des subventions côté région sur tout ce qui est géothermie profonde, géothermie superficielle, sur le solaire thermique, tout ce qui est réseau de chaleur aussi, et puis on reprend aussi méthanisation. Donc, au travers de ce plan énergie, donc la région va réouvrir à partir du 1er juillet des guichets. C'est justement pour ça qu'on est en train de finaliser les nouveaux contrats qui vont être mis en place justement avec les collectivités. Ce sont des contrats, pour ceux qui connaissent les CAR, les contrats d'aménagement régionaux. Donc là, ce sont des contrats énergie qui sont dotés d'un plafond de 1 million d'euros, contrat pluriannuel, qui peut contenir une ou plusieurs opérations et avec un taux de subvention qui peut atteindre 50% en fonction effectivement des projets, en fonction des critères d'instruction qui seront dans des notices en ligne à partir normalement donc, du 1er juillet. Et donc au travers de ces contrats énergie, où on va agir à la fois sur la production d'ENR, sur la décarbonation de la chaleur, sur la réduction des consommations énergétiques avec une rénovation énergétique des enveloppes, des bâtiments. Et puis aussi, on va mettre quand même un accent assez fort sur le côté rafraîchissement et de voir comment on peut avoir des bâtiments complètement adaptés au confort d'été aussi. Ça va être aussi quelque chose de très ciblé. Je pense que la canicule, les 2 épisodes de canicule qu'on a vécu et peut-être ceux à venir, montrent à quel point on a une nécessité de rénover le parc tertiaire notamment, mais pas que, et de sortir un maximum de passoires et de bouillards thermiques du lot et de les faire monter en termes de qualité de rénovation énergétique. On a aussi un plan canicule qui est mis en place. Je pense que les collectivités qui sont présentes ont dû voir ça pour pouvoir faire face. Donc, ce fonds canicule est doté de 2 millions d'euros et permet de faire face justement à toutes les dépenses qui sont imprévues face à cette canicule pour pouvoir s'adapter et réussir à gérer et maintenir une activité ou un accueil du public par de très très fortes chaleurs.
Donc ça va être, tout ça, ça va être ouvert à partir du 1er juillet. Et il y a des boîtes mail qui sont disponibles pour les collectivités qui le souhaitent. C'est contrat.énergie@ile-de-france.fr où vous pouvez commencer à prendre contact et vous aurez tout bientôt sur le site internet. Voilà un petit peu, très rapidement, je ne vais pas rentrer plus dans le détail des données puisque je sais que tout ça va être développé pendant tout le webinaire, mais vraiment redire à quel point la donnée est importante pour construire toutes nos politiques publiques et à quel point après elle permet justement d'appuyer des politiques d'accompagnement des collectivités notamment pour pouvoir adapter et pouvoir cibler effectivement les objets qui nécessitent une action prioritaire, que ce soit en termes d'atténuation ou en termes surtout d'adaptation au changement climatique qui se rappelle à nous tous les jours en ce moment. Je vous remercie. Merci Sébastien. Maintenant, je vous propose que l'on passe directement aux dernières données du ROSE, à savoir les données de consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre et production d'énergie. Et donc, on va commencer par les deux premiers avec Pierre. Oui, bonjour à tous. Pierre Pousset, ingénieur d'études à Airparif, comme m'avait présenté Dylan. Je vais maintenant vous présenter nos dernières données en termes d'inventaire de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre au sein d'Airparif, mais diffusées au sein du ROSE. Pour rappel sur les inventaires d'Airparif, on a présenté lors du webinaire du ROSE précédent, l'année dernière, l'inventaire 2022, qui reste le dernier inventaire à l'échelle communale complète. Mais en 2026, on a aussi publié un inventaire pour l'année 2023 qui était basé sur l'inventaire 2022, mais à plus grosse maille, donc uniquement à l'échelle régionale et métropolitaine. C'est l'inventaire que je vais vous présenter dans les slides suivantes. Et comme le disait Anne Kaufmann en introduction, c'est aussi un inventaire qui peut permettre de dessiner des trajectoires sur 2022-2023 à des échelles plus locales que régionales ou métropolitaines. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'inventaire 2024, qui sera publié en début 2027, qui lui sera, comme l'inventaire 2022, un inventaire à l'échelle communale complète, avec les mêmes années couvertes que l'inventaire 2022, mais avec en plus 2024. Donc maintenant, sur l'inventaire 2023 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc comme je disais, c'est un inventaire qui est disponible uniquement à l'échelle régionale et métropolitaine. C'est un inventaire intermédiaire à plus grosse maille avant l'inventaire complet de 2024. Il se base sur l'inventaire 2022. Il n'y a pas eu de recalcul de l'historique. C'est l'inventaire 2022 plus une nouvelle année 2023 qui a été calculée en s'appuyant sur des données cohérentes avec l'inventaire 2022. Donc pour le mettre à jour, on a utilisé les données locales de l'énergie pour l'électricité, la chaleur et le gaz naturel, le gaz fossile, mais aussi des mises à jour notamment des consommations de produits pétroliers par le transport routier via les données régionales du SDES, le service statistique du ministère chargé de la transition écologique. Donc voilà pour la méthodologie rapidement pour cette année 2023 sur les consommations, mais sur les émissions, on s'est donc appuyé sur nos calculs de consommation. Et donc on a mis à jour les émissions de gaz à effet de serre liées à un usage énergétique uniquement, en s'appuyant donc sur ces consommations et en appliquant des facteurs d'émission moyens provenant de l'inventaire 2022 pour mettre à jour, et spécifiquement sur les émissions des plateformes aéroportuaires, on s'est appuyé sur l'évolution des mouvements aériens des aéroports parisiens. Voilà, donc maintenant pour ce qui concerne un peu de contexte aussi sur cette année 2023, donc le climat a été, en tout cas la rigueur climatique de 2023 a été assez similaire à 2022 et à 2024. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, les trois derniers points sont à peu près au même niveau. Par rapport à, par exemple, 2010, qui a été un hiver particulièrement rigoureux, et donc on avait une rigueur climatique qui était assez importante. Donc ça va directement avoir un impact sur les consommations de chauffage, consommation d'énergie de chauffage. Bien sûr, quand l'hiver est plus rigoureux, on va avoir des consommations d'énergie de chauffage bien plus importantes.
que, par exemple, en 2022, 2023, 2024, où l'hiver a été plus doux et donc on a moins chauffé. Et ça, donc par la suite, je vais vous présenter à la fois des consommations, disons, à climat réel, les modélisations de ce qui a été consommé de façon réelle, mais aussi, et peut-être même surtout aujourd'hui, des consommations dites à climat normal, corrigées des variations climatiques, où on va faire des calculs de sorte à évaluer la consommation d'énergie d'une année si le climat avait été normal, c'est-à-dire moyen, enfin, correspond au climat moyen sur 1991-2020. Et donc ce calcul-là permettra d'évaluer les évolutions de consommation d'énergie en faisant abstraction des variations climatiques et plutôt pour essayer d'interpréter des changements vis-à-vis de diminution, d'augmentation d'activité, de gains d'efficacité énergétique, de changement d'énergie. Directement, voilà les principaux résultats de l'inventaire 2023 en termes de consommation énergétique. Donc à l'échelle de toute la région, les consommations donc, à climat réel s'élèvent à environ 163 TWh. Et quand on regarde les évolutions de ces consommations par rapport à 2005, donc là, cette fois-ci, les consommations corrigées des effets climatiques, on a une diminution assez importante de moins 26%. J'y reviendrai par rapport aux objectifs du SRCAE. Et on voit aussi que les principaux secteurs consommateurs sont le secteur résidentiel, tout en haut, avec quasiment 58 TWh, et le tertiaire aussi, avec 53 TWh. Donc les deux secteurs résidentiels et tertiaires, le secteur des bâtiments, disons, c'est à peu près 69% de la consommation d'énergie en Île-de-France. D'ailleurs, là je vous donne les chiffres pour toute l'Île-de-France, mais on les a aussi calculés pour cet inventaire pour la métropole. Et la métropole du Grand Paris, c'est de l'ordre de 45% des consommations totales. Et au sein de la métropole du Grand Paris, le secteur résidentiel et tertiaire sont encore plus importants. Maintenant, à l'échelle régionale, on a aussi le transport routier qui est assez significatif en termes de consommation et l'industrie aussi. Et par rapport aux diminutions, donc le moins 26%, tout secteur confondu, c'est des diminutions qui ont été portées par plusieurs secteurs, mais notamment le secteur résidentiel, le transport routier, l'industrie, alors qu'à l'inverse, le tertiaire, on a été plutôt sur une stagnation, disons, par rapport à 2005, donc qui n'a pas contribué aux diminutions. Voilà, ici j'ai remis les chiffres, cette fois-ci en gigawattheure. Pour reprendre l'évolution peut-être plus précisément entre 2022 et 2023, donc quels sont les changements vis-à-vis de cet inventaire 2023. Donc là, on a une diminution de moins 5% de la consommation d'énergie finale en Île-de-France et un petit peu plus faible de moins 3% au sein de la métropole du Grand Paris. Mais globalement, les tendances qu'on observait dans l'inventaire 2022 se poursuivent sur 2022-2023. Les diminutions restent portées par les secteurs que je viens de citer, mais en particulier donc le transport routier, les secteurs résidentiels, le tertiaire industriel, qui sont de toute façon les principaux secteurs consommateurs. Et particulièrement, les diminutions sont plus prononcées pour les énergies fossiles que sur les énergies, disons, à bien moindre contenu carbone, que sont l'électricité ou la chaleur distribuée via les réseaux. Peut-être on peut noter peut-être qu'en 2023, il y a une accélération aussi de la diminution sur l'industrie, par rapport aux tendances récentes de l'inventaire 2022. Voilà. Visuellement, on peut voir ici donc l'évolution des consommations d'énergie finale, ici donc corrigée des variations climatiques. À gauche pour l'Île-de-France, à droite dans la métropole du Grand Paris. Bien sûr, les consommations dans la métropole du Grand Paris sont inférieures à celles de l'Île-de-France. Les échelles désordonnées ne sont pas les mêmes. Et on voit là en jaune et en jaune foncé l'importance du résidentiel et du tertiaire dans ces consommations et dans une moindre mesure des transports routiers en orange et de l'industrie en bleu. Maintenant, vis-à-vis des objectifs du SRCAE, donc tout secteur confondu, on retrouve donc le moins 26% de consommation d'énergie finale. Et à droite, vous pouvez donc voir les résultats pour l'Île-de-France sont en bleu dans les graphiques. En rouge, il y a les résultats pour
la France, les territoires européens de la France, c'est l'inventaire du CITEPA qui est mis en avant ici, et en vert, la trajectoire des objectifs du SRCAE, qui est dessinée donc, pour toutes les valeurs, là, on est indexé par rapport à 2005, donc tous les points commencent à 100 en 2005. Et la trajectoire donc, du SRCAE, pour tous les secteurs confondus, c'était de moins 20% en 2020 par rapport à 2005 et de moins 45% à 2050. Donc quand on projette cette trajectoire sur 2023, on est à un objectif de moins 22%. Donc là, on serait dans le respect de cette trajectoire. On le voit avec le petit point bleu à droite en haut, qui est inférieur à la courbe en vert. D'ailleurs, c'est particulier. C'était déjà le cas en 2022, mais on poursuit nettement cette trajectoire sur 2023. Et la dynamique régionale est un peu plus forte que la dynamique nationale. On peut aussi le voir sur ce graphique. Maintenant, dans le SRCAE, il y avait aussi des objectifs spécifiquement pour les bâtiments, dont on a vu que la consommation est très importante à l'échelle régionale. Cet objectif, encore une fois, il y avait un objectif en 2020 et en 2050, et quand on projette cet objectif pour 2023, on arrive à une trajectoire à normalement moins 20% en 2023. Et aujourd'hui, donc, dans notre inventaire, on est à moins 18%, donc on est légèrement au-dessus, mais par rapport à 2022, on s'en rapproche. Et encore une fois, la dynamique régionale est un peu plus prononcée un peu plus forte que la dynamique nationale en termes de diminution. Voilà pour les consos. Maintenant, je vais passer aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, un rappel un petit peu du périmètre de notre inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a de multiples données d'entrée, donc l'inventaire des consommations d'énergie que je viens de présenter, mais aussi des facteurs d'émission qui viennent, et même diverses données qui viennent de la base de données Ominea du CITEPA, la base carbone de l'ADEME, des déclarations directement des sites les plus émetteurs, et diverses données statistiques concernant l'agriculture, le secteur aérien, la démographie, les emplois, la production, etc. C'est un inventaire qui comprend plusieurs gaz, enfin, les principaux gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et aussi les gaz à effet de serre fluorés, l'hydrofluorocarbone, l'hexafluorure de soufre, pardon, ce type de molécules qui ont des pouvoirs de réchauffement global à 100 ans très élevés par rapport au CO2. Bien sûr, elles sont émises en bien plus faible quantité. Et c'est aussi un inventaire donc, qui est multisecteur. Donc, je ne vais pas tous vous les lire ici, mais tous les secteurs qu'on vient de présenter en énergie et d'autres. On retrouve d'ailleurs en dernière position le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie, qui comprend aussi les puits de carbone. Et c'est un calcul qui est fait encore à l'échelle régionale seulement. Mais c'était une nouveauté de l'inventaire 2022 auparavant qui perpétue, sur laquelle on continue de travailler pour nos inventaires désormais. Et cet inventaire, il est à la fois présenté en ce qui concerne le scope 1, c'est-à-dire les émissions directes, mais aussi le scope 1+2, c'est-à-dire les émissions directes hors production d'énergie et les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie sur le territoire. Donc afin d'éviter les doubles comptes entre la production d'énergie sur le territoire et ce qui est consommé sur le territoire. Voilà pour les résultats concernant 2023. J'ai remis 2022 dans le tableau aussi par comparaison, ainsi que les évolutions sur ces 2 années et par rapport à 2005. Donc tout d'abord pour l'Île-de-France, on est à un total pour 2023 de 28,6 mégatonnes d'équivalent CO2. Et encore une fois, on a une poursuite des tendances de l'inventaire 2022 pour 2023, qui est conforme à ce qu'on a pu observer vis-à-vis des baisses de consommation d'énergie, notamment des énergies fossiles, même si on a aussi une légère augmentation des émissions des plateformes aéroportuaires, parce qu'on avait une légère augmentation par rapport à 2022 du nombre de mouvements d'avions sur les aéroports parisiens, mais pas encore au niveau de 2019 d'ailleurs. Maintenant aussi sur les chiffres, on peut voir donc parmi les 29 quasiment mégatonnes d'équivalent CO2, on a plus de 9 mégatonnes qui sont faites du transport routier, donc quasiment un tiers là qu'on retrouve dû au transport routier, alors que la part dans les consommations était plus faible. Mais bien sûr, le mix énergétique des transports routiers repose bien plus sur des énergies fossiles, enfin, l'essence, le diesel, même un petit peu le gaz. Donc ce secteur-là prend bien plus d'importance
Et on retrouve par contre le résidentiel tertiaire aussi de façon significative. Maintenant, pour les résultats concernant la métropole du Grand Paris, donc cette fois-ci, forcément, les émissions totales sont un peu plus faibles, de l'ordre de 13 mégatonnes d'équivalent CO2, soit 45% du total régional, moins de la moitié. On retrouve à peu près les mêmes conclusions que ce qu'on pouvait voir à l'échelle régionale. Les tendances sont très similaires. Voilà, je pense qu'on peut directement avancer. Vous aurez les résultats détaillés si vous voulez y revenir dans les slides. Là, j'ai illustré encore les résultats qu'on vient de voir via des graphiques où on voit cette fois-ci, donc toujours en jaune et en jaune un peu foncé, l'importance du résidentiel et du tertiaire et de nette diminution. Mais tout de même, en orange, les transports routiers prennent une part bien plus importante que des émissions de gaz à effet de serre que des consommations. Et on voit aussi la petite contribution des puits UTC-ATF en vert clair, hein, qui est une contribution négative, un puits donc, pour l'Île-de-France. Maintenant, vis-à-vis des objectifs du SRCAE, donc oui, je n'avais pas repris ce chiffre à l'échelle régionale dans ma présentation avant, c'est de moins 42%, pas de consommation, pardon, d'émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus, entre 2005 et 2023. Et encore une fois, on peut comparer cela avec les objectifs du SRCAE. Alors, l'objectif de 2020 était de moins 28%. Pour 2050, il y avait plusieurs trajectoires. On a retenu ici le moins 75%. On est donc, si on projette ces objectifs sur une trajectoire linéaire pour 2023, on est à moins 33%. Donc dans ce cas-là, on respecte la trajectoire, comme on peut le voir sur le graphique. En bleu, on est en dessous des pointillés verts. Et on est aussi en dessous de la dynamique régionale, la dynamique nationale, pardon, en rouge. Voilà. Donc globalement, si on voit qu'en 2023, on est plutôt sur une poursuite des tendances précédentes. Il n'y a pas de grand scoop par rapport à l'inventaire 2022. Et on a des données un peu plus récentes du coup, pour l'Île-de-France et la métropole du Grand Paris qui peuvent être utilisées à des échelles plus locales pour comparer un peu en termes de tendance. Pour aller plus loin que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, vous pouvez lire directement une note consacrée à cet inventaire 2023 que vous pouvez retrouver sur le site du Rose via ce lien, mais aussi sur le site d'Airparif. Et si vous voulez plus d'informations aussi sur la méthodologie pour ces calculs d'inventaire de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, il y a des informations sur le site du Rose que je vous ai remis ici, y compris d'ailleurs une FAQ qu'on a mis à jour récemment. Et vous pouvez trouver un bilan très complet sur le site d'Airparif aussi, qui est retransmis via l'onglet ressources du site du Rose, avec beaucoup d'informations sur cet inventaire. Et si vous avez encore plus de questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail que j'ai écrite ici. Voilà. Merci beaucoup Pierre, et donc sans plus tarder, donc je vais passer directement aux productions d'énergie, hein. Inventaire que l'on porte directement à l'AREC Île-de-France, que l'on consolide et qu'on produit tous les ans avec un décalage entre 1 an et demi et 2 ans, on va dire, pour la mise à disposition des données, toute échelle confondue, hein, jusqu'à l'échelle communale, toute énergie confondue, donc chaleur, électricité, gaz et fraîcheur, et toute filière confondue pour ces différentes énergies. Tout d'abord, donc un petit rappel du calendrier de construction d'un inventaire de production d'énergie, hein. Je vous ai mis un petit exemple ici pour montrer un peu le process global de la construction de cet inventaire. Étant donné qu'on est sur l'année 2024, je vous ai mis cet exemple-ci. Pour information, donc on a dû récolter les données nécessaires à sa construction sur 2025, avec certaines données qui n'arrivent notamment qu'en fin d'année, voire en début d'année. C'est notamment le cas des enquêtes régionales, ce qui explique un peu ce délai finalement ce décalage dans la livraison des données d'inventaire. Et ensuite, donc en 2026, donc on entre sur une phase plutôt de formatage des données au sein des tableaux d'extraction qu'on fait pour les collectivités, mais également pour nos différents outils de mise à disposition, ou encore les publications comme les chiffres clés qu'on va vous présenter juste après.
Au niveau des sources de données, donc je vous en ai mis quelques-unes ici pour vous montrer un petit aperçu. Je ne vais pas y revenir sur chacune d'entre elles, mais comme je citais juste avant, on a des données d'enquête qui sont régionales, que l'on porte, que ce soit à la REC avec les enquêtes bois, énergie et méthanisation, mais aussi à l'ORDIF, le département déchets de l'Institut Paris Région, qui mène une enquête autour notamment de la valorisation des déchets, entre autres. Mais on a également les déclarations faites auprès de la DRIUAT sur les sites géothermiques. On a des données aussi que j'appellerais plutôt nationales, avec tout ce qui est enquête notamment sur les réseaux de chaleur et de fraîcheur que la FEDEN mène annuellement. Et d'ailleurs, ça me permet, il me semble qu'ils sont connectés d'ailleurs, j'ai vu dans les inscriptions. Donc ça permet de les remercier directement parce que on fait un gros travail sur le recensement de ces réseaux de chaleur au sein de l'enquête pour que chaque territoire puisse avoir les données sur ces installations qui sont ô combien importantes en Île-de-France. Et d'ailleurs, ça me permet de passer un petit message. Si jamais vous voyez sur vos données territoriales des réseaux qui ne seraient pas recensés, des productions qui ne seraient pas recensées, n'hésitez pas à nous en faire part directement. On pourra nous se rapprocher directement avec la FEDEN ensuite. On a d'autres données également qui sont utilisées pour des modélisations, notamment. C'est le cas des données observeurs pour le suivi du marché des pompes à chaleur et de solaire thermique, ou encore de l'enquête logement de l'INSEE qui nous permettent derrière de produire des données autour de la chaleur diffuse. Et je vais insister sur quelque chose autour de ces données-là. Ce sont des données qui sont explorateurs, qui ont vocation à évoluer par la suite, mais j'y reviendrai. C'est plutôt pour donner finalement des ordres de grandeur. Au niveau des nouveautés méthodologiques de l'inventaire des productions d'énergie, donc bien sûr, avec cet inventaire 2024, on a mis à jour donc les données annuelles, mais également l'historique, comme RPARIF, sur la partie conso-émissions. Comme j'ai pu le signaler juste avant, donc sur les filières liées à la chaleur diffuse, on a un gros travail qui est fait notamment avec le réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement, le RAR, qui est en cours et qui normalement devrait être répercuté, en tout cas je l'espère si les travaux seront terminés d'ici là, pour le prochain inventaire. Donc à partir de là, on aura une méthodologie commune entre les différentes régions pour une comparaison finalement entre les différentes régions sur ce sujet-là. Comme je disais, donc on fait un travail avec la FEDEN sur la partie réseau de chaleur et de fraîcheur. Et enfin, on a veillé également à une meilleure territorialisation des installations de production raccordées à ces réseaux de chaleur ou de fraîcheur. Et on a également la distinction de l'énergie injectée sur réseau à présent et celles qui sont autoconsommées pour certaines filières, en tout cas pas forcément pour toutes. Je citerai notamment le solaire photovoltaïque, où on n'a pas encore ces informations-là, mais c'est voué à évoluer au fur et à mesure des inventaires. Et toutes ces modifications, bien sûr, seront mises à disposition dans une note méthodologique qui est en cours de rédaction et qui serait disponible normalement à la rentrée. Si on passe donc aux données, désolé d'avance avec les consos et les émissions, on a déjà cité pas mal de chiffres, mais là je vais continuer dans cette lancée. Je vais essayer quand même d'être assez général pour pas trop vous perdre. Sachant que c'est aussi finalement des ordres de grandeur qu'on voit généralement à chaque webinaire du Rose, avec la chaleur qui prédomine clairement à 83%. Ensuite, nous avons l'électricité à 11%, le gaz à 4%, et enfin la fraîcheur, une petite part à 3%. Ce mix il s'explique par le fait qu'on a énormément de grosses installations de production de chaleur, notamment liées au réseau de chaleur, bien sûr. Comparé au reste du territoire national, par contre, on a très peu de grosses, on va dire, installations de production d'électricité, notamment on n'a pas de nucléaire en Île-de-France, ça je vous apprends rien. On est plutôt consommateur et non forcément plus producteur d'électricité en Île-de-France. Parce que sur ce point de vue-là, il y a plutôt une vision nationale sur le réseau électrique. Au global, donc, si on regarde les chiffres qui sont à droite, on est donc à 22,5 TWh de production d'énergie renouvelable et de récupération, et 7,7 TWh de production qu'on va appeler qui n'est pas de l'énergie renouvelable et de récupération. Et donc ces 30,2 TWh au total représentent, pour information, 6% du bilan national. Ici, je vous ai juste mis un graphique en anneau qui vous permet d'avoir une autre représentation des données que je viens de présenter et d'être un peu plus précis avec le détail pour chaque filière de production d'énergie. Et on peut y voir plusieurs choses. Déjà, on voit, on va commencer par peut-être le plus négatif, une production thermique fossile qui représente environ 26% si on cumule chaleur et électricité
de la production du coup régionale, notamment pour la chaleur, en lien avec les réseaux qui sont encore pour certains à 100% fossiles, mais également ceux qui utilisent dans l'apport le gaz qui, si on cumule le tout, n'est pas une part non négligeable. Ensuite, on a la filière de l'incinération des déchets ménagers, qui est également finalement une force francilienne, bien que le message principal à faire passer n'est pas de produire plus de déchets pour les valoriser en énergie, c'est bien ça le principal message à faire passer. La région étant très peuplée, on a de nombreux incinérateurs qui sont présents sur le territoire et il faut quand même savoir que ce qu'on incinère sert à produire quand même 19% de notre énergie, qu'elle soit électrique ou calorifique. Donc finalement, ce qu'on incinère, en tout cas, on essaie de le faire, enfin de le valoriser de la meilleure des manières. Concernant la méthanisation, la filière évolue continuellement, notamment sur l'injection de biométhane. En effet, en 2024, on a dépassé le térawattheure d'injection de biométhane dans les réseaux. Il représente donc 4% de notre production d'énergie, comme je le citais juste avant. Et enfin, car je ne vais pas forcément revenir sur l'ensemble des filières, mais sur les principales, hein, je pense qu'il est important quand même de revenir sur la production de fraîcheur, parce que je l'ai cité, qui représente donc que 3%. Notamment en lien avec la canicule qu'on a eue dernièrement, je pense que c'est important de produire des données sur ce sujet-là. Il faut savoir que les données de production de fraîcheur que l'on vous présente ici, c'est que les données qui sont sur réseau, donc ça ne comprend pas tout ce qui est climatisation. Pareil, c'est des évolutions méthodologiques qu'on peut imaginer à l'avenir pour pouvoir produire plus de données sur ce sujet-là, mais en tout cas pour l'instant, les données de fraîcheur qui sont mises à disposition dans les inventaires sont relatives juste au réseau de fraîcheur. Au niveau des évolutions, donc entre 2017 et 2024, au global, on a augmenté notre production de 17% par rapport à 2017. Hein. Et si on sépare les énergies renouvelables et de récupération aux énergies, on va dire, fossiles au global, hein, on peut également voir des tendances qui sont assez intéressantes, avec une hausse de 35% pour les énergies renouvelables et de récupération, contre une baisse de 16% pour les énergies non renouvelables. Certaines filières évoluent plus rapidement que d'autres, hein, ça c'est clair, hein, c'est notamment le cas de la chaleur provenant donc des packs aérothermiques qui a été multiplié par quasiment 4, hein, même si je rappelle que ce sont des données exploratoires à permettre de donner des ordres de grandeur. On a également les géothermies aussi, donc profondes et de surface, c'est pour ça que je parle des géothermies, qui ont été multipliées par quasiment 4 également. Du côté de l'électricité, c'est le solaire photovoltaïque et aussi l'éolien qui ont été multipliés par 4 depuis 2017. Hein, donc, c'est assez important à signaler quand même qu'on évolue aussi au niveau de l'éolien depuis 2017. Je signale, voilà, c'est bien depuis 2017. Et bien sûr, donc, n'oublions pas la méthanisation qui, malgré sa faible part, hein, 4%, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le bilan global, a été multiplié par 16. Avec tout cela, on peut quand même estimer du coup une couverture finalement des productions locales d'énergie par rapport à la consommation d'énergie francilienne, qui est au global, donc c'est ce qui est affiché à droite sur le graphique, de 19%. Et je vous ai mis à titre de comparaison ce que je vous ai affiché sur la diapositive, hein, donc une couverture qui est de 35% pour la chaleur, de 5% pour l'électricité et de 2% pour le gaz. Et je voulais juste terminer par une petite slide sur l'atout principal en Ile-de-France, qui est donc finalement sa densité de population et son potentiel de valorisation de production de chaleur, qui a permis donc à environ 150 réseaux de chaleur de se développer sur le territoire, et cela via 3 sources d'énergie principales. Ces 3 sources sont donc, comme je citais juste avant, les déchets ménagers et assimilés incinérés au sein de nos usines d'incinération. Les géothermies, qu'elles soient profondes avec la nappe du Dogger, que je ne présente plus forcément aux différents participants, mais également de surface au travers de réseaux qui sont plutôt appelés de quartier, qui sont plutôt des réseaux techniques, hein, finalement. Donc c'est important à signaler que c'est aussi possible d'avoir de la géothermie de surface sur réseau de chaleur. Et enfin, donc on a le bois énergie avec notamment les chaufferies biomasse collectives. On a également d'autres énergies renouvelables et de récupération spécifiques à l'Île-de-France, hein, qui sont aussi importantes à signaler, comme le cas de la chaleur fatale qu'on valorise au travers donc, des data centers, qui, malgré des difficultés quand même techniques de raccordement qui existent dans la région,
sont voués quand même à évoluer. Et d'ailleurs, sur ce sujet, maintenant, les data centers au-dessus de 1 MW doivent dorénavant récupérer leur chaleur fatale, sauf bien sûr incompatibilité technico-économique, hein, depuis la directive européenne sur l'efficacité énergétique de 2023 et sa mise en application en France depuis 2025 ou 2026. Grâce à ces filières d'énergie renouvelable d'opération, on atteint 57% d'énergie, enfin de NR et R, hein, et ça devrait continuer à évoluer, notamment avec les nombreux projets de réseaux de chaleur qui vont sortir dans les prochaines années, hein. C'est ce que je marquais. On a décompté en tout cas une vingtaine de nouveaux projets qui ont été validés à partir de cette énergie, et je parle même pas non plus des verdissements des réseaux actuels qui sont également en cours. Tout ça d'ailleurs, je vous signale, on en parle donc dans la note rapide, les réseaux de chaleur franciliens, cap sur la décarbonation, qui a été un travail qui a été fait au sein du ROSE et qui est paru en février 2026. Donc voilà, ça c'était sur la production d'énergie. On peut donc conclure cette première séquence sur les données d'inventaire du ROSE. N'hésitez pas, j'ai vu qu'il y avait quelques messages, hein, dans le chat, n'hésitez pas à poser directement vos questions dans la section Q&R. Si jamais on a un peu de temps à la fin, on y répondra à l'oral, mais sinon, on vous répondra de toute façon dans le chat et dans le document final, comme je vous l'ai signalé en début de webinaire. Donc maintenant, j'ai juste arrêté le partage 2 petites secondes et je vais passer à la présentation de notre outil de mise à disposition des données, à savoir donc Energif. Tac. Alors, donc maintenant, donc je vais vous présenter donc le Energif, hein, donc l'outil de data visualisation finalement des données d'Airparif et de l'AREC sur les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et les productions d'énergie. Donc là, je vous ai juste déjà premièrement partagé le site du ROSE pour savoir comment on y accède finalement. Vous avez tout en haut un onglet Energif, une rubrique dans lequel vous cliquez dessus et ça vous donne finalement les principales informations sur l'outil. Donc à quoi ça sert, les nouveautés qu'il y a eu donc en 2025, c'était l'année dernière quand on a mis à jour l'outil, et prévu une mise à jour aussi cette année, hein, d'ailleurs, sur la partie production d'énergie notamment. Et comment accéder à l'outil, donc avec la petite carte qui est juste ici, donc vous cliquez dessus, tac, et ça vous ouvre du coup l'outil en question avec une première une pop-up qui s'affiche pour vous expliquer comment on utilise l'outil, mais donc aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter, donc on peut la skipper. Donc l'outil en question, donc Energif, hein, il est présenté sous 2 volets, on va appeler ça comme ça. Un volet carto, donc là vous voyez une carte qui est affichée Île-de-France avec notamment là vous voyez quand on passe au-dessus l'échelle communale par défaut, et un volet à droite où il y aura les données en question sur le territoire que vous sélectionnerez. Là, par défaut, il y a les informations générales sur ce que comprend l'outil, des petits points de vigilance, mais également les contacts, donc à savoir moi pour la partie production et Pierre pour la partie consommation et émission de GES. Donc maintenant, pour passer sur du concret, comment on peut avoir du coup accès directement aux données de votre territoire? Par exemple, là, si vous voulez avoir les données sur la commune de Saint-Denis-Pierrefitte, en l'occurrence, vous avez 2 moyens d'aller voir ça. Soit vous cliquez directement sur la commune. Ça, là, je ne vais pas le faire parce que je préfère vous montrer plutôt la petite barre de recherche tout en haut qui vous permet directement d'écrire la commune et que ça vous zoome dessus directement. Donc vous avez vu, j'ai affiché, j'ai écrit Saint-Denis, ça vous a zoomé sur la carte et ça vous affiche également le cercle proportionnel par rapport à Saint-Denis, mais également, si on dézoome, on voit également la comparaison par rapport à toutes les communes en Île-de-France sur ce qu'on a sélectionné. Donc par défaut, c'est là que je vais passer au volet de droite, c'est les consommations d'énergie qui sont affichées au départ par défaut. Donc là, il faut savoir que les deux sont en interaction complète, hein. Donc si jamais, par exemple, vous voulez passer à une autre commune, hop, à droite, ça se met à jour. Donc là, si je veux revenir à Saint-Denis, pareil. Et vous avez aussi la possibilité de changer de territoire. Donc là, on était sur une commune, donc Saint-Denis, Saint-Denis-Pierrefitte, mais vous pouvez passer à l'intercommunalité de Saint-Denis-Pierrefitte, au département dans lequel Saint-Denis-Pierrefitte s'intègre, à la métropole Grand Paris ou aussi à la région. Donc là, par exemple, si je passe à Interco, ça va mettre pleine commune. Et donc, ça affiche pareil, si ça se met à jour, vous avez donc les données de pleine commune qui sont affichées à droite. Et pareil, ça se met à jour sur la carte. Et cette fois, avec l'échelle intercommunale.
C'est vraiment un outil avec lequel vous avez juste finalement un peu faire joujou. Il y a plein d'informations sur lesquelles que vous pouvez retrouver sur l'outil, hein. Donc là, je vais aussi citer notamment le passage entre les années. Donc là, pour les consommations, c'est de 2005 à 2022, avec des années de référence 2010, 2015, 2019 entre les deux. C'est pareil pour les émissions et pour les productions d'énergie, hein. Quand je vous remonterai juste après, ça va jusqu'à 2017, jusqu'à donc 2023 à l'heure actuelle. Sur le volet de droite, donc là, pour switcher justement entre les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et les productions d'énergie, vous avez ici une fenêtre qui s'appelle « Sélectionner une des 3 rubriques de l'application ». Si vous cliquez dessus, donc là, vous voyez, on est sélectionné sur consommation d'énergie, mais on peut passer aux émissions ou on peut passer aux productions. Là, pour mon exemple, je vais rester donc sur les consommations d'énergie, donc je reviens dessus. En dessous, vous avez donc les détails finalement, donc là, les consommations par secteur. Donc là, vous pouvez voir les tableaux sur ce qu'on a sélectionné. Donc là, en l'occurrence, vu que vous voyez là, territoire sélectionné, on est sur pleine commune. Ça vous affiche à climat réel et à climat normal pour tous les secteurs consommateurs, les différentes données pour ces deux indicateurs créés dans l'inventaire d'AirParis. Et à savoir que si vous sélectionnez, là vous voyez la cellule elle est en rouge, donc c'est-à-dire qu'on a sélectionné le total. Donc ce qui est affiché à gauche, c'est le total, ce qui est affiché sur la carte. Mais vous pouvez basculer si vous voulez juste les données à climat normal pour le secteur tertiaire sur pleine commune. Vous cliquez dessus et ça vous met en direct à jour la carte selon l'indicateur qu'on a sélectionné. Donc voilà, on peut passer entre les différents secteurs. À savoir qu'on a aussi les détails par secteur après, pour les différentes énergies de ces secteurs. Donc là, par exemple, là j'ai sélectionné consommation du secteur résidentiel, je suis passé à cette sous-rubrique-là, et vous avez donc le détail par énergie consommatrice. Donc dans le secteur résidentiel, combien on consomme en électricité à climat réel ou à climat normal, en gaz naturel, etc. Et pareil, ça se met à jour au clic sur la carte, voilà. À savoir que selon les secteurs aussi, vous avez dû le voir, il y a aussi une petite fenêtre qui s'est ouverte. Là, parce que sur le secteur résidentiel, on a des données qui sont supplémentaires, des données, on va dire, plutôt annexes pour approfondir les consommations d'énergie. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez également avoir le détail par usage sur votre territoire, que ce soit commune, interco, département, métropole ou région, de l'usage du coup des consommations d'énergie, donc chauffage, eau chaude sanitaire ou autre. Vous avez également les sous-secteurs, donc là, en l'occurrence, pour le résidentiel, c'est les maisons et appartements. Mais si on passe au secteur tertiaire, donc là, si on sélectionne la sous-rubrique tertiaire, vous voyez, ça se met à jour les sous-secteurs, et vous avez tous les sous-secteurs du secteur tertiaire. Et je ne vais pas forcément tous les citer, mais voilà, vous pouvez sélectionner, désélectionner, et tout ça se met à jour, que ce soit les données ici, mais également les données présentées au sein de la carte. Donc, ça, c'était pour les consommations. Je vous laisserai regarder les différentes sous-rubriques. L'idée n'est pas non plus de tout vous présenter forcément. Sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près le même principe. À l'inverse, qu'on n'a pas, vous voyez là, de sous-rubrique, parce qu'on n'a pas de détail des émissions de gaz à effet de serre par énergie, hein, donc électricité, gaz, etc. On n'a que le détail par secteur pour le moment, donc qui sont livrés donc, en scope 1, donc les émissions directes, et en scope 1 et 2, les émissions directes et indirectes, comme Pierre vous l'a rappelé dans la présentation de l'inventaire d'AirParif. Et enfin, pour les productions d'énergie, donc on bascule production d'énergie, pareil, donc on a une sous-rubrique toute production confondue. Donc là, par exemple, on peut voir que sur pleine commune, la principale production d'énergie, ça reste donc la chaleur à 94%, mais on a aussi une part d'électricité, 5%, et de fraîcheur inférieure à 1%. Donc là, c'est le tableau général, mais vous pouvez avoir également le détail par filière énergétique. Donc par filière énergétique de chaleur, donc là, vous voyez combien les incinérateurs produisent de chaleur sur le territoire, combien la géothermie de surface produit, combien la géothermie profonde produit, etc. Il y a 2 autres indicateurs qu'on produit ici au niveau de l'inventaire des productions, à savoir donc les installations et les puissances installées. Donc là c'est pareil, hein, si on clique, ça se met à jour sur la carte et je vous laisserai regarder. Il y a la même chose du coup sur les différentes sous-filières pour la fraîcheur, l'électricité et le gaz. Et donc, comment maintenant finalement récupérer toutes ces données-là? Il y a 2 manières, 2 façons de les récupérer. Vous voyez avec les 2 boutons qui sont juste en bas. Soit vous téléchargez les données de la carte,
Donc, c'est-à-dire que là, vous avez, par exemple, si on sélectionne, hop, donc là, la cellule, elle est rouge sur le total de la production de chaleur. Si on fait télécharger les données de la carte, ça va vous télécharger sur l'indicateur que vous avez sélectionné, donc ça, à savoir donc là, toute production de chaleur confondue, à l'échelle intercommunale, toutes les productions de cet indicateur sélectionné. Donc ça va vous sortir un Excel, et derrière, vous pouvez comparer finalement les intercommunalités entre elles par rapport à cet indicateur. Si vous souhaitez juste les indicateurs, enfin les données de votre territoire, toutes les données qui sont affichées à droite, là, vous téléchargez les données du territoire, et pareil, ça vous sort un Excel. Mais par contre, là, vous n'avez pas le comparatif par rapport aux autres territoires de la carte. Là, c'est vraiment sur le territoire que vous avez sélectionné. Et enfin, du coup, juste pour terminer cette démonstration, toutes les informations de création des données, de consolidation et de livraison finalement des inventaires sont indiquées dans les différentes notes méthodologiques qu'ont produit Airparif et la REC, hein, donc notamment la méthodologie consommation et GES qui est accessible via aide et documentation, mais également la méthodologie de production. Donc là, pareil, ça vous sort directement des PDF dans lesquels toute la méthodologie est présentée. Donc là, c'était pour les consommations et les émissions de GES, mais c'est pareil pour les productions énergétiques. Donc là, pareil, vous avez les différentes filières qui sont présentées, comment sont construites les différentes données. Donc voilà, ça c'était pour la présentation d'Energif. J'espère ne pas avoir été trop vite. De toute façon, c'est ce que j'aime signaler quand même, hein. Si jamais certains territoires souhaitent avoir une démonstration plus approfondie sur leur territoire en tant que tel, c'est tout à fait possible, hein. Vous pouvez me contacter et je l'ai déjà fait avec certaines collectivités. Il est possible de directement vous présenter de manière plus approfondie les différentes données, les différentes façon aussi d'utiliser l'outil, de télécharger les données. Voilà, si vous êtes un peu perdu, on a conscience qu'il y a beaucoup d'informations dans l'outil, mais c'est pour ça qu'on vous propose également ces petits temps d'échange plutôt en bilatéral. Donc à présent, je vous propose que l'on passe à la séquence sur le portrait du parc tertiaire. Donc je vais juste repartager mon écran et je vais laisser la parole à Florian pour cette partie. C'est Hugo. Et bonjour à tous. Je vais me représenter Florian Michel, chargé d'études, d'analyse et valorisation des données énergie, gaz à effet de serre à la REC, le département énergie-climat de l'Institut Paris-Région. Et je vais vous présenter un portrait du tertiaire francilien en même temps que notre dernière sortie en date au format numérique et papier sur les données du Rose, c'est-à-dire les chiffres clés, un format que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, vu qu'on l'avait sorti l'année dernière. Et donc, pour vous représenter ce format, voilà, c'est la couverture de cette année, des chiffres clés, donc un dépliant au format A3 qui présente côté face, côté recto, les dernières données sous forme d'infographie et côté verso, il y a une carte en lien avec ces données. Donc ça, c'était le format qu'il y avait l'année dernière et qu'on a gardé pour présenter et faire un zoom cette fois-ci sur la situation énergétique du tertiaire en Île-de-France. C'est le titre de cette édition de cette année. Donc ça sera le dépliant du Rose qui sera appelé à revenir l'année prochaine avec d'autres données. Et surtout, là, cette fois-ci, on aura l'ambition de faire plutôt une présentation des données plutôt qu'un zoom sectoriel, comme on a fait cette année. Juste une petite précision, ce dépliant il sera accompagné d'un article d'analyse justement sur les données du tertiaire à la rentrée, donc en septembre 2026, sur le site du Rose. Donc, pourquoi on a décidé de faire un dépliant spécifique sur les données du tertiaire? Comme Pierre le disait précédemment lors de la présentation de l'inventaire des consommations d'énergie à l'échelle de l'Île-de-France, le tertiaire représente une part importante des consommations d'énergie et aussi des émissions de gaz à effet de serre dans la région. Donc on est sur 33% des consommations d'énergie à l'échelle régionale. Donc c'est une part importante et quand on cumule avec du coup le secteur résidentiel, ça nous présente un secteur bâtimentaire en Île-de-France qui regroupe une grosse partie de la quasi-majorité en fait. Quand on approche des 70%, on peut dire que c'est une grosse majorité des consommations d'énergie sur la région.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le secteur tertiaire aussi, c'est celui, comme disait Pierre en introduction avec les consommations d'énergie, il a une tendance quand même beaucoup moins importante au niveau de la baisse des consommations d'énergie, contrairement aux autres secteurs dont on voyait des tendances beaucoup plus affirmées là-dessus sur la réduction de la consommation. Et un petit zoom là-dessus pour présenter les chiffres qu'on a sur le secteur tertiaire. Les consommations du secteur tertiaire, elles restent quand même relativement assez carbonées. C'est-à-dire que là, dans les chiffres que je vous présente, vous voyez 35% qui proviennent de produits fossiles, donc du gaz naturel, des produits pétroliers et du charbon. Mais c'est sans compter les bâtiments tertiaires qui sont raccordés à des réseaux de chauffage urbain qui, eux aussi, peuvent utiliser des énergies fossiles. Et on a des réseaux de chauffage urbain dans la région qui ne tournent qu'à l'énergie fossile. Bon, ce n'est pas la majorité, comme Dylan le présentait précédemment, mais ça existe. Et donc, bien évidemment, la part de consommation des produits fossiles par le secteur tertiaire, elle est plus importante que ces 35% que je vous montre. Et enfin, au niveau des usages, le secteur tertiaire, c'est principalement du chauffage, mais pas que. Il y a aussi beaucoup trop d'autres usages, étant donné que le secteur est assez large. Ça couvre à la fois l'hôtellerie, la restauration, les bureaux, les commerces, avec des besoins en énergie assez différents, tous ces secteurs, et qui ne relèvent pas seulement du chauffage. L'hôtellerie et la restauration, il y a beaucoup de besoins en énergie, notamment fossile, pour faire de la cuisson ou alors de la réfrigération dans certains bâtiments. Et c'est pareil pour les bureaux, où là, il y a un enjeu sur la consommation énergétique du numérique et aussi des climatisations lors de l'été. Et ensuite, maintenant que j'ai déjà commencé à un peu parler du profil intrasectoriel du tertiaire en Île-de-France, je vais continuer ce zoom pour vous présenter un peu plus le tertiaire francilien et quel est son profil exactement, pour bien comprendre les enjeux qu'il y a autour, en sachant que Hugo, juste après, fera un zoom beaucoup plus approfondi sur le décret tertiaire et les enjeux de déclaration qu'on a actuellement en Île-de-France. Donc, dans la région, le secteur tertiaire, c'est principalement du bureau. Ça ne vous surprend pas, j'imagine, avec une économie tertiaire francilienne qu'on se représente évidemment tous comme une économie de bureau avec des grands pôles comme à la Défense qui représentent les surfaces importantes de bureaux. Donc, on est à peu près équivalent entre la surface de sous-secteur du bureau, comme vous pouvez le voir, 26% de la surface régionale, et la consommation d'énergie, 27%. Donc ça, c'est un des premiers éléments que je peux vous donner. Mais à l'inverse, on a des sous-secteurs comme l'enseignement où on a une surface importante, mais une consommation d'énergie bien moindre que les bureaux. Donc on est sur un sous-secteur avec une intensité énergétique moins importante que les bureaux. Et d'autres comme les commerces qui, eux, pour le coup, ont une surface moins importante, mais vont consommer plus. Donc les commerces, c'est un bon exemple parce que du coup, on est sur 14% de la surface au niveau du secteur tertiaire régional, mais une consommation beaucoup plus importante, proche de celle des bureaux, justement à cause d'usage dans les commerces d'éléments assez énergivores, comme pour faire produire de l'énergie pour refroidir les différents éléments qui sont commercialisés dans ces surfaces. Et donc, c'est pour ça qu'on est à ce niveau de consommation d'énergie. Et après, je vous épargne le reste des sous-secteurs, mais vous voyez bien qu'on a aussi d'autres sous-secteurs assez importants dans le tertiaire francilien, notamment la santé, le sport, et puis les habitats communautaires qui regroupent un peu les EHPAD, les communautés religieuses et tout. Donc, c'est des secteurs moins importants, mais ils existent quand même. Et vous voyez aussi, et Hugo en parlera plus avant, juste après, elles sont toutes quasiment soumises à une déclaration assez importante au niveau du décret tertiaire, sauf les commerces, où là, il y a beaucoup de petits commerces qui passent en dessous de l'obligation pour des questions de surface. Et donc, j'ai fait un zoom un peu long sur les consommations sans rentrer dans les détails des chiffres, pour pas vous assommer avec une quantité un peu invraisemblable de chiffres, mais on a aussi voulu s'intéresser à comment on produisait l'énergie pour faire tourner l'économie tertiaire en Île-de-France. Et nous, notre prisme dans cette analyse, ça a été de se concentrer un peu sur les réseaux de chaleur et de fraîcheur, parce que l'électricité, on sait qu'elle alimente le secteur tertiaire, et comme le disait Diane précédemment, l'électricité, c'est plutôt un enjeu national avec le réseau qui va mailler l'ensemble du territoire, plutôt que
les réseaux de chaleur locaux et les réseaux de fraîcheur qui, eux, on est sur une production à circuit court, si je peux m'exprimer ainsi, où la production, elle est vraiment très locale. Donc, au niveau francilien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, comme vous pouvez s'en douter, il y a beaucoup de réseaux de chaleur, mais assez peu finalement qui sont focalisés pleinement sur le tertiaire, parce que avec les réseaux de chaleur, généralement, on essaie aussi de servir beaucoup d'immeubles d'habitation, parce que il y a de la densité, il y a de la demande de chaleur un peu en continu, et donc beaucoup des réseaux de chaleur franciliens vont être à majorité consacrés au résidentiel. Mais un certain nombre d'entre eux, 24 pour être très précis, sur 150, vont être dédiés majoritairement sur le tertiaire, que ce soit au niveau du volume de livraison, ou alors en part que ça prend dans leur mix, le réseau du réseau de chaleur, au mix des livraisons d'énergie, hein, je dis bien. Et donc ces surfaces tertiaires, même si en numéraire au niveau des réseaux de chaleur, elles ne représentent pas beaucoup, en fait, quand vous regardez la quantité d'énergie qui est livrée, c'est quand même la moitié quasiment de l'énergie qui est livrée par les réseaux de chaleur, en sachant que sur l'autre moitié de la chaleur livrée par les réseaux en Île-de-France, vous avez bien évidemment résidentiel, mais vous avez aussi, et beaucoup moins, mais un petit peu d'industrie. Donc voilà, c'est quasiment la majorité de la chaleur livrée en Île-de-France qui est consacrée au tertiaire. Donc je rappelle évidemment que le mix de RCU, c'est 57% d'énergie renouvelable. Ici, on voit que le mix ENR au niveau tertiaire pour les réseaux qui sont consacrés à ça, c'est 55%. Donc on est un peu en dessous, mais pas très loin non plus. Donc voilà, au fil des années, ça va s'améliorer bien évidemment. Et un zoom un peu d'actualité sur les réseaux de fraîcheur, où là, la tendance, elle est totalement différente par rapport à la chaleur, où là, en fait, sur nos 18 réseaux de fraîcheur qu'on a en Île-de-France, en fait, la quasi-totalité, 16, ils sont consacrés au rafraîchissement des locaux tertiaires. Donc, ça s'explique bien évidemment par la primauté parmi ces réseaux de fraîcheur de Fraîcheur de Paris qui va alimenter énormément de bâtiments tertiaires et ce qui se retrouve aussi dans le volume de livraison. Donc 95% de la fraîcheur produite en Île-de-France est livrée au secteur tertiaire. Et donc, alors là, ça se voit pas très bien sur les diapos, mais c'est juste pour vous présenter le format et ce que vous retrouverez au format numérique, bien évidemment, où vous pourrez bien évidemment tous zoomer sur la carte et au format papier, bien évidemment, parce qu'on fait une impression de ces dépliants des chiffres clés. On a spatialisé, là, au sein du Rose, les consommations du secteur tertiaire en produisant une carte, justement, où on a bien évidemment mis les différentes polarités tertiaires qu'il y a sur la région avec leurs caractéristiques. Donc, par caractéristiques, j'entends évidemment, c'est quoi le profil du secteur tertiaire dans ce territoire. Est-ce que c'est plus des bureaux? Est-ce que c'est plus de l'hôtellerie? Est-ce que c'est plus du data center? Est-ce que c'est plus des commerces? Donc voilà, donc on a plusieurs pôles. Là, vous en voyez une petite dizaine sur la carte. Et donc qui montre un peu le profil et les territoires qui sont concernés par le secteur tertiaire, en sachant que bien évidemment, on s'est dit qu'on allait ajouter les data centers sur cette carte, parce que les data centers, comme il y a une question dans le chat à ce propos, font partie et sont comptabilisés à l'heure actuelle dans le secteur tertiaire. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était évidemment pertinent de mettre ça sur cette carte, en même temps que les réseaux de chaleur, justement, qui sont à dominance tertiaire. Et donc, pour revenir sur ces data centers dont je parlais juste avant sur la slide précédente, la situation elle interroge en Île-de-France. C'est pas la première fois qu'on nous demande un peu un retour là-dessus et on a déjà commencé à beaucoup communiquer là-dessus avec un tarif sur les data centers et la situation actuelle en Île-de-France avec cette tendance qu'on observe tous d'implantation à l'échelle nationale, mais aussi en Île-de-France parce qu'on est beaucoup concerné. La consommation électrique en Île-de-France des data centers, en fait, c'est 64% de la part nationale. Et cette consommation électrique, dans les prochaines années, avec les projets d'implantation qui ont été décidés sur la région et qui sont en train de se construire, elle va être appelée à augmenter dans les prochaines années. Et donc, elle va faire mécaniquement augmenter les consommations du tertiaire. Bien évidemment, donc comme vous voyez là, on est sur une multiplication par 6
quasiment entre 2005 et 2035, là où on a la visibilité la plus claire sur les projets. Donc c'est à ce moment-là qu'on a arrêté de compter en fait, les puissances, enfin les projets, parce qu'après ça devient un peu trop incertain. Mais en tout cas pour 2035, on est sûr que en niveau de déconsommation électrique, on est à peu près sur 6,5 TWh. Et donc, du coup, ça suit évidemment au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est un compte en émissions directes et indirectes. Et sur les data centers, un autre message qu'on aimerait faire passer, c'est que ces data centers ne consomment pas seulement de l'électricité, comme vous voyez dans le graphique du milieu, ils consomment aussi du carburant dans des groupes électrogènes de secours. Ça participe notamment à leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ces carburants donc, sont fossiles pour la plupart, et cette part va être amenée aussi à augmenter, notamment de manière assez importante. Je vous signale juste que ce n'est pas les mêmes unités entre le graphique du milieu et le graphique de droite. Sur les consommations électriques au graphique du milieu, on est en TWh, et sur les graphiques de droite, on est en gigawattheure, donc l'ordre de grandeur il est beaucoup moins important pour les consommations de carburant. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la partie du décret tertiaire avec Hugo Perrin-Delmotte. Donc, je te laisse la parole. Oui, merci Florian pour la présentation et puis merci à la REC et à RPARIF pour la production de ces chiffres. Donc Hugo Perrin-Delmotte à la DRIUAT au service énergie bâtiment. Je suis chargé de l'animation de la transition énergétique des bâtiments, en particulier sur le volet tertiaire. Et donc ce que je vous propose, c'est je rejoins la région sur le fait qu'on récupère ces données avec beaucoup d'intérêt et puis comment est-ce que ça peut orienter notre action publique et puis un petit point d'étape sur le décret tertiaire et l'analyse aussi que l'on peut faire des données déclarées dans Opera. Alors déjà, bon, ça a été beaucoup dit, mais peut-être en remettre une couche sur le poids du tertiaire en Île-de-France et pourquoi c'est un sujet qui nous préoccupe, on va dire, au niveau de nos politiques publiques de transition énergétique et écologique. Bien sûr, parce que le tertiaire pèse pour 33% des consommations énergétiques régionales et pour un cinquième des émissions de gaz à effet de serre, et jusque 30% quasiment pour la métropole du Grand Paris, et puis pour près de 90% des emplois. Donc forcément, c'est un sujet de préoccupation, et puis je le dirai juste après, nos objectifs. Et illustrer cette répartition. Alors, à la DRIUAT, on a un autre observatoire qui complète très bien celui du Rose, qui est Battistato sur la répartition du tertiaire, mais aussi du logement, donc globalement du bâti en Île-de-France. Je vous ai mis deux extraits ici. Vous allez retrouver la répartition de la consommation d'énergie finale sur le territoire francilien. Donc ici, avec 33% du tertiaire et 35% du résidentiel. Mais vous retrouvez aussi la répartition par catégorie tertiaire sur le graphique de gauche. Et vous pouvez retrouver ces chiffres et d'autres donc sur Battistato à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle départementale, EPCI et commune. Donc, insister pour dire que le tertiaire en Île-de-France a un poids très important. Et puis, c'est un sujet aussi national, parce que près du quart des surfaces tertiaires nationales sont encore en Île-de-France. Et puis, donc, ça a un parc qui est très varié, puisqu'en fait, c'est assez basiquement tout ce qui n'est pas ni agricole, ni industriel, ni résidentiel pour le bâtiment. Donc, c'est tout le reste, bureau, commerce, enseignement, santé, etc. Donc tout ça, ça nous a mené aussi à avoir des réflexions sur nos objectifs en matière de transition écologique. Alors j'ai repris des chiffres du SDES ici, mais vous l'avez évoqué, hein, sur le poids du tertiaire et un peu la dynamique que l'on peut observer, c'est-à-dire une tendance à l'augmentation en termes de consommation énergétique jusqu'au début des années 2010, et puis une tendance à la baisse, pardon, depuis, donc on retrouve au niveau national, mais qu'on retrouve bien aussi donc au niveau régional pour l'Île-de-France. Puis bon, évidemment, ça alimente nos exercices de prospective, donc tant au niveau national, ici c'est une projection pour la SNBC 2, et puis pour les modélisations du SGPE, mais on peut aussi mentionner les modélisations du SRCE à venir. Donc on a des objectifs ambitieux en termes de réduction,
Et encore une fois, en Île-de-France, ces objectifs sont particulièrement forts, d'abord parce qu'on a une part du tertiaire qui est importante, mais aussi dans une région qui finalement ne produit que 20% de son énergie. Et puis c'est une opportunité économique aussi au niveau national. Les consommations énergétiques du tertiaire, c'est 40 milliards d'euros par an. Donc la réduction des consommations énergétiques du tertiaire, c'est bien un objectif tant pour notre transition écologique nationale et régionale que pour une question d'opportunité économique et d'indépendance économique. Donc ça tombe bien, on s'est doté d'un dispositif dans la loi Elan en 2019 et ces objectifs sont traduits dans ce qu'on a appelé le décret tertiaire et donc le dispositif éco-énergie tertiaire avec des objectifs de baisse de la consommation donc en valeur relative de moins 40% en 2030, moins 50 à 2040 puis moins 60 à 2050. Et donc, ces objectifs, ils sont liés avec plusieurs obligations. D'abord, l'obligation de s'inscrire dans Opérat, donc dans l'Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire, qui est la plateforme qui est gérée par l'ADEME. Donc, une première étape, alors ça, c'est valable pour tous les assujettis. Je ne suis pas revenu très rapidement sur la question de l'assujettissement, mais ça englobe tous les sous-secteurs tertiaires, à l'exception de la défense. Et puis, c'est pour les bâtiments de plus de 1000 m². Alors, en Île-de-France, en termes de surface, c'est 90% de la surface qui est assujettie. Donc, même si le critère d'assujettissement il est important, il est très important en Île-de-France. Donc, pour les bâtiments assujettis, il y a une obligation, bien sûr, de s'inscrire dans Opérat, puis de déclarer annuellement ses consommations. Puisque Opérat, c'est bien sûr donc la plateforme de recueil de ces consommations et qui fixe vos objectifs et que l'on pourra donc regarder. Mais l'objectif, c'est évidemment aussi d'avoir une plateforme qui soit au service en fait des acteurs du tertiaire, puisque c'est une plateforme qui permet à ces acteurs de suivre leur consommation et d'évaluer l'atteinte de leurs objectifs. Et donc, j'insiste pour le côté annuel de la déclaration. Puis évidemment, l'autre obligation, ce sera d'atteindre les objectifs du décret, donc en 2030, puis à chaque décennie. Et puis, bon, tout un volet d'obligations si ces objectifs ne sont pas atteints. Donc ça, c'est un peu pour le contexte du décret tertiaire. Et puis, une petite actualité liée à Opérat et au décret tertiaire, c'est la fin du caractère provisoire de l'attestation numérique annuelle, donc au 1er juillet 2026, c'est-à-dire demain. Donc, par conséquent, l'obligation de joindre aux attestations de promesse de vente ou aux documents de location cette attestation, un petit peu sous format DPE, comme on peut connaître dans le résidentiel, et l'obligation d'affichage. Alors, il y a une certaine liberté sur les conditions d'affichage qui sont liées à l'activité tertiaire. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Vous retrouvez plus d'informations sur le site de la Dryad, puis l'ADEME communique aussi là-dessus. Alors, tout ça pour dire que oui, en fait, et je rejoins complètement ce qui a été présenté jusque-là, on a de très forts enjeux par rapport à ces dynamiques de déclaration. Et puis donc, évidemment, les chiffres clés du ROUS nous permettent d'analyser un petit peu ce qui se passe au niveau régional. Et donc, la Dryad, au sein de mon service, on peut s'approprier ces données pour voir comment est-ce qu'on peut être le plus pertinent quant à la mise en œuvre du dispositif éco-énergie tertiaire. Et puis, de notre côté, on complète l'analyse de ces données du ROSE par les données qui sont donc déclarées sur la plateforme Opérat. Donc, en fait, on peut mettre en regard ces déclarations dans Opérat avec les chiffres d'assujettissement. Donc, vous pouvez retrouver sur Batistato ou qui sont mentionnés dans les chiffres clés de cette année du ROSE. Et puis, on peut comparer donc, avec ces chiffres clés du ROSE. Donc, nous, à la région Île-de-France, à la Dryad, pardon, on récupère ces données et puis on peut les analyser pour orienter notre action. Donc, un premier constat, c'est qu'on a une bonne dynamique de déclaration. En un an et demi, on a un taux qui est passé de 45 à 54% relativement à la surface de taux de déclaration. Et puis, plus généralement, donc à peu près pour tout secteur et en fonction des départements, on a un taux d'environ 50 à 60% de taux de déclaration. Donc, toujours rapporter à la surface, ce qui nous permet de comparer le plus facilement et de manière plus pertinente.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir cette dynamique-là. On a de plus en plus de déclarations, on a de plus en plus d'assujettis qui se sont inscrits dans, on va dire, un réflexe opérate. Néanmoins, deux nuances, on a donc un taux de déclaration qui est que d'environ 50%, et puis on a un pic de déclaration en 2021 qui correspond en fait aux premières échéances du décret tertiaire en termes d'obligation d'inscription. Donc notre enjeu, évidemment, c'est de rappeler que cette déclaration, elle est annuelle, non seulement pour vous, enfin pour les assujettis pour faire du suivi, mais aussi pour pouvoir suivre ces données. Alors, si on revient un petit peu voilà, sur la répartition des consommations, donc autant celle du rose que celle qu'on peut analyser dans Opérate, ça fait apparaître donc, ce qu'on pourrait appeler une mosaïque de secteur tertiaire. C'est-à-dire que, alors, bien sûr, le bureau, ça pèse alors, ici dans les déclarations Opérate, mais aussi dans les chiffres que vous avez pu voir précédemment. Le bureau, ça pèse pour 25%. J'oserais dire que pour 25%, c'est-à-dire que, évidemment, le tertiaire, on peut se représenter le bureau et c'est tout à fait pertinent, mais c'est pas que ça, en particulier en matière de consommation énergétique. Donc typiquement, là, sur ces données opérates qu'on peut récupérer, on voit apparaître un certain nombre de secteurs qui nous orientent aussi dans la conduite de nos actions. Ici, on peut citer donc, la catégorie opérate qui s'appelle salle serveur et centre d'exploitation informatique. Donc vous comprendrez les data centers qui aujourd'hui, donc ça c'est des chiffres de 2023, je vais les mentionner, mais ce sont des chiffres de 2023, qui pèsent pour 10% de la consommation en énergie finale déclarée. Là où ils représentent moins d'1% des locaux et moins d'1% de la surface. Donc là aussi, on sait qu'il va y avoir un enjeu, et donc la production de données nous permet d'observer ça et de faire un peu de prospectif pour savoir qu'il y a un enjeu lié à la consommation énergétique des data centers. Je rappellerai rapidement qui sont également assujettis au décret tertiaire. Et puis on va apparaître d'autres secteurs, mine de rien, le secteur de la santé, qui est un secteur assez concentré en fait, lié à la consommation énergétique des centres hospitaliers par exemple. On peut retrouver aussi l'enseignement également, qui est un secteur assez concentré, c'est-à-dire avec relativement peu d'assujettis, mais par contre beaucoup de surface et beaucoup de consommation. Donc là aussi, ça nous oriente sur nos stratégies. Et puis bon, d'autre part, un peu plus modeste, notamment lié aux critères d'assujettissement. Par exemple, pouvoir moins retrouver dans les cafés, hôtels, restaurants ou dans le commerce. Et puis une part, évidemment, toujours de la logistique également à surveiller, ou en tout cas à avoir une attention particulière. Ce qu'on peut aussi observer dans les données opérates, et puis vous avez bien présenté aussi, je crois, dans la question des sources d'énergie finale. Donc avec une prédominance de l'électricité et du gaz en 2023 dans les données déclarées, mais plus généralement, donc avec 70% de sources d'énergie en électricité, et puis avec le reste qui se répartit gaz, réseau de chaleur, fuel, bois, énergie, etc. Néanmoins, c'est tout l'intérêt de ces découpages-là, c'est de descendre par sous-secteur et de se rendre compte que cette prédominance de l'électricité et du gaz est en fait à évaluer en fonction des secteurs. Donc ici, par exemple, dans l'enseignement, où une part importante de la consommation énergétique, en fait, la source d'énergie, c'est du gaz. Et c'est évidemment lié, on va dire, la structure de la consommation, puisque dans l'enseignement, la part de la consommation, en fait, c'est surtout du chauffage. On va retrouver ça aussi dans la santé. Mais est-ce qu'on va un peu moins retrouver dans les commerces, ça va être surtout lié à un usage spécifique, donc cuisson, etc. Donc ça aussi, ça a un enseignement, et c'est l'utilisation qu'on peut faire de ces données-là, c'est de descendre par ce secteur et de poser des questions en termes de priorisation aussi de notre action publique, et se dire, finalement, il y a un constat à faire sur la consommation de gaz, et je réinsiste là-dessus, sur un secteur tertiaire qui est loin d'être unique, enfin unifié en tout cas, qui est donc vraiment une mosaïque. Et puis, alors évidemment, un mot sur la consommation et puis les tendances qu'on peut faire à la baisse. Donc, ça, Pierre a pu bien vous le présenter au début. On a bien une dynamique à la baisse. Alors, ici, donc, c'est encore une fois, j'insiste sur le périmètre des déclarations opérates. Donc, on n'est pas forcément représentatif complètement de tout ce qui se passe dans le tertiaire. Mais on a des dynamiques qui sont à peu près cohérentes avec celles des
des déclarations nationales, vous trouvez dans la publication de l'ADEME par exemple, mais aussi donc, dans les publications du ROSE ou du TES. Donc en effet, une tendance à la baisse donc, par rapport aux années de référence qui, alors sur le cas du décret tertiaire, sont calculés entre 2010 et 2019 et puis avec des exceptions jusque 2022. Mais une tendance à la baisse néanmoins, et donc là aussi, alors je ne l'ai pas représenté ici, mais il faudrait se représenter cette tendance à la baisse en fonction des sous-secteurs, mais globalement, on a une tendance à la baisse dans à peu près tous les secteurs, avec des secteurs qui vont un peu plus vite que d'autres. Néanmoins, une attention pour dire, attention, même s'il y a une tendance à la baisse, aujourd'hui, il est assez difficile de se prononcer sur l'atteinte des objectifs à 2030. Donc, même si on a des signes encourageants, que ce soit d'ailleurs sur la tendance à la baisse ou sur les tendances de déclaration, c'est une dynamique positive, mais il faut la poursuivre, il faut l'accélérer. Et puis, enfin, en conclusion, le dispositif éco-énergie tertiaire s'intègre pleinement dans nos stratégies, en fait, et dans la stratégie française d'énergie-climat, donc que ce soit avec la SNDC, la PPE, ou avec l'ensemble des documents que vous connaissez au niveau national, mais aussi au niveau local, donc après le SRSAE, et puis la déclination dans les plans climat et énergie territoriaux, voire même dans l'ensemble des documents de planification. Et donc, dans cet ensemble, la connaissance, en fait, elle est incontournable et elle guide notre action publique, alors que ce soit au niveau de l'État, mais aussi au niveau des collectivités, à la région, ou de la commune, et dans l'ensemble de ceux qui traitent des questions énergétiques. Et je vous remercie. Merci Hugo, merci Florian, du coup pour ces premières analyses du secteur tertiaire. Bien sûr, on n'a pas pu revenir sur l'ensemble des analyses qu'on aurait pu faire par limite de temps, bien sûr. Sans plus tarder, donc je vais laisser la parole à Eric Kenda en visio. Je vous laisse partager votre écran pour donc revenir sur le programme acté. Désolé, on a un peu pris du retard, on va terminer après l'heure, mais c'est important de revenir dessus. Eric, donc la parole est à vous. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Parfait. Donc, merci de m'avoir invité sur ce temps. Je suis Eric Kenda, le coordinateur du programme acté en Île-de-France. Donc, alors, je ne vois plus la présentation. Je ne sais pas si c'est moi. Alors, relancez-la. Ok, je reprends le partage. C'est bon Okay, pour vous? Oui. Parfait. Donc, je disais tantôt que je présentais le programme acté que certains d'entre vous connaissent très bien et ça fait bien le lien avec le focus sur le tertiaire qui vous a été présenté tout à l'heure et notamment le tertiaire public parce que le programme acté, c'est un programme qui vise justement à renforcer les dynamiques territoriales sur les questions de transition énergétique des collectivités sur leur patrimoine. Donc, pour cette présentation, je vais commencer par vous présenter rapidement c'est quoi le programme, quels sont ses principaux piliers, ensuite faire un état de la dynamique que nous portons en lien avec les réseaux de facilitateurs énergie qu'on appelle les économes de flux, vous présenter le centre de ressources acté qui est proposé aux collectivités et des perspectives acté 4 parce qu'il y en a et ça permettra aussi aux collectivités de se projeter. Donc, le programme acté pour Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique est un programme C2E porté par la FNCC, donc développé par les collectivités et pour les collectivités, qui est un dispositif qui vise à accompagner le passage à l'acte des collectivités tout en levant les freins liés à l'ingénierie amont. Et donc, pour lever ces freins-là, on s'appuie sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est le financement à travers des fonds de dotation qui représente à peu près 90% de l'enveloppe qui nous est attribuée dans le cadre du dispositif certificat d'économie d'énergie. L'animation du réseau d'économes de flux aussi, qui est un réseau, on va dire, de professionnels qui accompagnent les collectivités au quotidien dans leurs projets, mais aussi la mise à disposition de ressources techniques, économiques et contractuelles qui visent à renforcer, on va dire, le cadre de passage à l'acte avec une exigence qui peut être portée à travers les guides, les outils que nous proposons aux collectivités. Acté, c'est un programme qui a débuté en 2019 avec sa version Acté 1 à 12,5 millions d'euros, aujourd'hui à 220 millions d'euros.
220 millions d'euros pour accompagner les collectivités à travers un parcours utilisateur qui est à la fois du financement, comme je disais, mais aussi de l'accompagnement technique depuis la phase amont jusqu'à la phase travaux, jusqu'à la phase d'exploitation, en passant par la phase travaux, avec à la fois des financements sur de la ressource humaine, je reviendrai tout à l'heure, sur la maîtrise d'œuvre, des centres de ressources au niveau investissement, parce qu'on a produit récemment, je vous en parlerai également par la suite, une sorte de guide pour les nouveaux élus afin de réaliser des PPI compatibles en lien avec les enjeux climatiques actuels et également comment mobiliser les financements pour faciliter le passage en travaux dans le cadre des projets. Donc, c'est à la fois du financement sur les différentes phases du projet d'une collectivité, mais également de l'accompagnement technique avec les outils, les guides et les ressources que nous proposons. Alors, si je fais un petit zoom sur les bénéficiaires du programme ACTE, ce sont principalement les collectivités territoriales et les groupements, c'est-à-dire les syndicats d'énergie, les EPCI, les communautés de communes ou les ETP pour l'équivalent métropole du Grand Paris, avec aujourd'hui principalement des communes qui sont, je crois, dans les 80% des collectivités qui nous sollicitent aujourd'hui au sein d'ACTE. Ensuite vient les communautés de communes, les syndicats d'énergie et d'autres types d'acteurs qui sont des émanations directes des collectivités. Le programme ACTE+, c'est à peu près 190 millions d'euros sur les 220 directement dédiés aux aides pour les collectivités, avec plus de 1100 collectivités aujourd'hui touchées dans le cadre du programme. Nous finançons principalement du lot 1 qu'on appelle ressources humaines, c'est-à-dire des économes de flux qui vont être logés dans les collectivités, qui vont avoir une dimension soit technique, d'animation ou juridique et même financière parfois, pour accompagner au bouclage des projets à travers l'identification des études nécessaires, le suivi de ces études et des travaux. Nous finançons également des outils de suivi de consommation ou de mesure pour justement accompagner les professionnels à bien identifier les dérives ou même suivre les programmes énergétiques. Les études énergétiques, donc, ça prend en compte des audits énergétiques, les schémas directeurs énergétiques immobiliers, de la maîtrise d'œuvre pour faciliter justement la traduction des programmes en projets de travaux à travers les CCTP et les CCAG qui vont bien, mais aussi l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les collectivités qui le souhaitent, de manière peut-être à recruter la maîtrise d'œuvre, à mettre en place des plans de comptage, à recruter une AMO programmiste, en tout cas tout ce qui peut faire l'objet d'une dynamique de parcours de rénovation. Le programme ACTE, ce n'est pas que la rénovation sur le bâtiment au sens large, c'est aussi des dispositifs spécifiques sur des thématiques particulières, ce qu'on appelle chez nous les sous-programmes qui ont vocation justement à renforcer la communication autour de ces dispositifs-là. On pense notamment à l'UMACT qui est un sous-programme sur l'éclairage public, FACT sur les sujets d'effacement électrique, qui se couple bien avec Cube, qui a, lui, plutôt vocation à accompagner les collectivités, à mettre en place des démarches de sobriété énergétique sur leur patrimoine, au même titre qu'EcoPousse, des sous-programmes sur le bâti patrimonial, sur les démarches bâtiments durables en lien avec, par exemple, Ecopolis en Île-de-France, ou des dynamiques beaucoup plus ambitieuses en lien avec les contrats de performance énergétique. Vous l'aurez sûrement entendu ces derniers temps, on parle beaucoup de Racine. Et effectivement, c'est un sous-programme ou un dispositif qui est porté dans le cadre de la recherche au sein d'ACTE, qui est un dispositif d'adaptation aux canicules à l'intérieur de nos écoles. Donc, il vise à accompagner les collectivités dans l'élaboration des stratégies, mais aussi la mise en place d'actions low-tech, c'est-à-dire ne nécessitant pas de grands investissements, mais aussi surtout en accompagnant au changement. Donc, ça fait l'objet d'une traduction actuelle en plan canicule au niveau national. Vous avez sûrement suivi l'actualité là-dessus en lien avec la Banque Territoire, notamment avec Durénov, la caisse, la Banque de Territoire, EDF, effectivement, également. Donc, ce sont les principaux dispositifs que nous portons en complément. Un autre dispositif que je voulais vous partager aujourd'hui, qui fait un peu le lien avec ce qui vous a été présenté sur le rose, notamment en termes de données énergétiques, c'est la plateforme Hyper,
Est-ce que certains parmi vous ont déjà entendu parler d'hyper ou pas? Je ne sais pas si les participants ont la possibilité de se manifester. Mais en tout cas, hyper, c'est ce qu'on appelle l'inventaire du patrimoine public de l'énergie et la rénovation. C'est un outil national gratuit pour centraliser les données énergétiques au sein d'une base de données unique. Il vise d'une part à faciliter la connaissance du patrimoine public des collectivités en termes de consommation énergétique, mais aussi à centraliser les données patrimoniales et énergétiques sur une base de données unique afin de les exploiter pour décider ou piloter des actions sur la durée. Il ne remplace pas les outils de suivi, on va dire, opérationnels en lien avec les acteurs de la profession. Il est là vraiment pour apporter une vision énergétique dans un cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire, il est celui de la directive efficacité énergétique révisée, qui a été révisée récemment à l'échelle de l'Union européenne, dont la traduction dans la loi française est en cours, et elle vise justement à travers ses articles 5 et 6 à suivre justement la consommation énergétique totale finale combinée avec une réduction d'au moins 9% par an par rapport à 2021 pour les acteurs publics en France. Donc, ça veut dire que ces acteurs-là devraient réduire leur consommation de 1,9% par an une fois la directive traduite de manière opérationnelle, mais aussi à engager une rénovation à un niveau de performance de type BBC d'au moins 3% de la surface totale de leur parc par an. Je rappelle que le périmètre de cette plateforme comprend les bâtiments, l'éclairage public et toute la flotte, donc tout ce qui concerne le patrimoine d'une collectivité. Il va forcément faire le lien avec la base de données Opera qui a été développée par l'ADEME, de manière à ce qu'il n'y ait pas de double saisie de la donnée. Donc, le développement est déjà très, très avancé en lien avec l'ADEME, la DHUP et la DGEC qui pilotent ce dispositif-là, de manière à ce qu'une intégration soit la plus fluide. En termes de calendrier autour de ce dispositif, on va dire que d'ici à octobre, alors le calendrier initial, c'était d'octobre à, on va dire, je crois, janvier 2027, c'était les collectivités de plus de 50 000 habitants. Et à partir de janvier, les collectivités de moins de 50 000 habitants devraient intégrer leurs données. L'idée, c'est qu'à terme, une intégration complète des données des collectivités sur la plateforme pour arriver à avoir une vue d'ensemble des consommations énergétiques sur l'ensemble du patrimoine des collectivités, mais aussi de suivre justement et donc des engagements de résultats, la réduction des consommations, mais aussi l'efficacité du parc. Donc, c'est un dispositif qui va se compléter avec celui de la base Opera en récupérant cette donnée-là, sachant que ce qui est prévu, par exemple, pour le parc bâtiment, c'est de descendre à l'échelle de 250 mètres carrés et donc renforcer encore plus fortement la législation en cours. Donc, je pense que c'est un sujet qui vient compléter ce qui a été partagé tout à l'heure. N'hésitez pas si vous avez des questions et j'essaierai d'y répondre ou vous mettre en contact avec les équipes chez Acté qui travaillent au développement de cette plateforme, en lien bien sûr avec l'ADEME, en pilotage, la DHUP et la DGEC. Donc, je poursuis avec le réseau des facilitateurs pour vous dire que c'est un réseau qui est porté par Acté, notamment pour accompagner les acteurs de la transition énergétique à l'échelle du territoire, avec justement des missions opérationnelles dans les collectivités qui visent dans un premier temps à apporter une connaissance du patrimoine des collectivités, à réduire les dépenses énergétiques. On sait aujourd'hui que c'est 4 à 10% du budget de fonctionnement, la charge liée à l'énergie pour les collectivités. Donc, c'est l'une des premières actions que ces acteurs-là peuvent mener à l'échelle locale. Et c'est ce que Acté finance. Et ensuite, aller plus loin en identifiant les bâtiments pertinents à auditer, les schémas directeurs énergétiques et toute la phase d'accompagnement qui est celle d'un projet de transition énergétique, de la suivre et de la mettre en œuvre en interne. Donc, chez Acté, on porte justement on va dire, ces économes de flux-là qu'on anime, qui sont aujourd'hui au niveau national de l'ordre de 750 professionnels, dont à peu près 70 en Île-de-France, pour accompagner les collectivités dans les communes à la métropole du Grand Paris,
à la ville de Pantin. Donc, pratiquement sur tout le territoire francilien est couvert en économe de flux, même si la première couronne est beaucoup plus nantie. D'autres dispositifs d'accompagnement portés autour des économes de flux, justement pour la formation, les temps d'échange justement pour partager les connaissances, mais aussi ce qu'on appelle les rencontres cadres annuelles que nous organisons qui réunissent tous les économes de flux d'Hexagone et des Drômes pour justement partager sur leurs expériences, sur les besoins, sur les différents métiers au quotidien. Ces économes de flux bénéficient également d'un parcours de formation gratuit, sur mesure parfois à l'échelle de la région. Parfois, il y a des formations qui sont sur mesure, notamment l'année dernière en Île-de-France, c'était sur du bio-sous-C. Ces formations couvrent les domaines techniques, financiers, juridiques, mais aussi la gestion de projets tels que les schémas directeurs énergétiques, l'animation de démarches d'accompagnement au changement, mais aussi sur la prise de poste, c'est quoi le poste d'économie de flux, quels sont les outils, quelles sont les méthodes, avec à chaque fois deux niveaux, un niveau socle et un niveau avancé. Et ces formations sont gratuites pour les économes de flux et le QR code permet justement à toutes celles et ceux qui sont économes de flux de bénéficier d'environ 27 jours de formation pour monter en compétence sur ces questions-là, notamment sur le bâtiment, l'éclairage public, mais aussi sur les questions en lien avec le patrimoine des collectivités plus largement. Là, je vous présente une carte assez globale de la répartition de cet écosystème à l'échelle nationale. Vous voyez bien que toutes les régions sont concernées et que c'est on va dire, un réseau assez dense et riche. Je finis avec la partie sur les ressources que nous proposons aux collectivités. Car effectivement, chez Acté, nous avons à disposition un centre de ressources en accès libre, qui est une bibliothèque de guides, de conseils, de fiches, de modèles de cahiers des charges et de conventions, mais aussi des outils numériques pour cartographier les facilitateurs, des simulateurs, et parfois des webinaires thématiques qui portent à la fois sur du technique, de l'économie contractuelle, mais aussi sur la sensibilisation et l'accompagnement au changement, notamment sur les enjeux de sobriété énergétique, car on le sait, hein, l'atteinte du décret tertiaire ne passera pas que par la rénovation. Une bonne partie des actions peut déjà être menée à travers l'accompagnement au changement et les actions de sobriété. C'est en ça que les concours CUB, par exemple, et COPUS sont dédiés. Donc, en termes de ressources produits, hein, par exemple, cette année, j'en ai pris quelques-unes, mais en allant sur le site, vous en trouverez plusieurs. La mise en œuvre de marchés globaux de performance énergétique, outil contractuel indispensable pour avoir une approche long terme, mais aussi avec parfois du paiement différé qui a une expérimentation en cours. Et donc, vous avez les éléments globaux pour mettre en place ce type de marché-là avec un closier juridique qui vous facilite la contractualisation avec les entreprises à ce niveau. Vous avez aussi le cahier des charges sur l'AMO programmé, ce qui est un peu l'étape après l'audit qui permet justement de connaître l'enveloppe globale des projets et préfigurer justement le recrutement de la maîtrise d'œuvre. Donc, cette étape est essentielle et on a travaillé justement avec les acteurs de la profession pour produire un cahier des charges qui vise à faciliter justement les collectivités à recruter ces AMO-là avant justement la phase de recrutement de maîtrise d'œuvre. Également, des sujets qu'on peut coporter avec notre maison mère sur les économies d'eau dans les collectivités. Je vous fais un petit focus sur manifeste de la rénovation énergétique, qui est un document que nous avons produit en partenariat avec un ensemble d'acteurs dont le panel est assez large et je ne les citerai pas pour en oublier certains, sur un message commun, notamment pour mettre en exergue l'importance de la rénovation énergétique auprès des nouveaux élus et visibiliser l'écosystème des acteurs qui sont prêts à les accompagner de manière à ce que ces collectivités-là sachent à quelle porte cogner. Ce manifeste se traduit par une fiche comme celle-ci, mandat de rénovation, avec des textes clés pour sensibiliser les élus sur les différents bénéfices de la rénovation, notamment les nouveaux, et ceux qui souhaitent justement peut-être renforcer leur connaissance à ce niveau, les bénéfices économiques et financiers, mais aussi en quoi ça peut aider à améliorer l'attractivité du territoire et la souveraineté et résilience de ces territoires-là. Ce manifeste, ça se décline ou se traduit par une boîte à outils assez complète
pour les élus, mais aussi pour les services dans le cadre d'un nouveau mandat, afin de leur donner au lendemain des municipales tous les éléments pour lancer leur stratégie de rénovation énergétique. Il comporte en fait un outil financier, un outil contractuel, un outil organisationnel et un outil technique. Dans chacun de ces outils ou de ces groupes d'outils, vous avez des guides qui vous permettent justement d'élaborer en fait une stratégie à l'échelle du patrimoine ou à l'échelle d'un bâtiment, de comprendre justement le processus de rénovation, les enjeux clés, mais aussi comment mettre en œuvre très concrètement sa stratégie à l'échelle de son patrimoine et à l'échelle d'un mandat. Il est accompagné du livre blanc acté, qui est un livre qui voilà, raconte un peu de manière assez précise toutes les étapes liées au projet de rénovation. Donc, je vous invite à cliquer sur les liens, vous aurez directement accès ou aller directement sur notre centre de ressources pour justement bénéficier de tous ces outils qui sont mis à disposition et co-construits, je le précise, avec l'ensemble des acteurs que vous avez pu voir pour certains sur ces sujets-là. Je poursuis avec une dernière partie sur les perspectives Acté 4. Effectivement, le programme Acté, c'est un programme C2E qui est censé se terminer en fin 2026. Donc, nous sommes dans la dernière phase de remontée de fonds. Donc, il y a des collectivités qui sont dans la place. Je vous rappelle que la fin d'éligibilité des dépenses, c'est au 30 septembre 2026. Donc, toute facture émise après à cette date ne sera pas remontée, en tout cas ne pourra pas être acceptée dans le cadre du dispositif. L'idée étant de laisser le temps aux équipes de traiter et de vous faire les paiements qui vont d'ici la fin de l'année. Dans ce cadre-là, nous avons mené des échanges avec les collectivités qui nous ont manifesté des besoins que nous avons portés auprès de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes en négociation forte avec l'État pour un réabondement du programme Acté début 2027 avec une enveloppe qui serait beaucoup plus importante que celle que nous avons actuellement, qui est autour de 220 millions d'euros. Donc, nous serons autour de 320 millions d'euros. Les arbitrages sont en cours de finalisation et l'idée étant de continuer d'accompagner les collectivités dans leurs projets en gardant la même philosophie que je vous ai présentée avec les 5 lots, mais tout en simplifiant les processus de conventionnement, les processus d'accompagnement de manière à donner les moyens aux collectivités pour porter des projets matures et réduire les reliquats qu'on peut avoir dans les projets que l'on reçoit. Donc, nous sommes en cours de finalisation et d'ici le milieu du mois de juillet, normalement, les collectivités recevront une note conceptuelle du programme Acté 4 avec un peu la philosophie des financements qui seront portés à partir de janvier 2027 par le programme pour justement continuer de vous accompagner à maturer vos projets de transition énergétique sur votre patrimoine. J'en ai terminé pour mon intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible pour éventuellement y répondre tout de suite ou a posteriori en fonction du temps que nous avons. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation du programme Acté, des leviers d'accompagnement technique et financier qui en découlent. Il y a eu plusieurs questions qui ont été faites dans le chat, donc n'hésitez pas à directement y répondre. Nous, derrière, on pourra aussi les recenser et donc renvoyer dans la fameuse note questions-réponses que l'on pourra mettre à disposition des participants a posteriori pour que tout le monde puisse avoir une réponse autour des différentes interventions du webinaire. Thomas, je te laisse juste prendre la parole du coup pour un mot de conclusion peut-être du webinaire. Merci Dylan. Donc effectivement, ce webinaire était vraiment centré sur la question des données autour du parc tertiaire. Tertiaire, on l'a vu, c'est un des secteurs qui a des consommations énergétiques en hausse depuis 2005. Donc là, ça a permis un peu de voir un peu quelles sont ces trajectoires, aussi de réfléchir, de poser un peu les différents sujets sur le parc tertiaire, parce que le parc tertiaire, il est quand même très hétérogène en Île-de-France, avec effectivement des bureaux, du patrimoine public, qui est un peu le premier levier des collectivités dans le cadre de leur PCAET, mais souvent sur leurs émissions territoriales, enfin leur consommation territoriale, avec des zones d'activité, des parcs tertiaires tout à fait majeurs en Île-de-France. Pour certains, du parc tertiaire qui est vieillissant, qui aura peut-être du mal à répondre aux objectifs du décret tertiaire, des sujets comme les data centers qui ont encore émergé dans le parc tertiaire, mais la question c'est qu'est-ce qui vont être
enfin à terme, est-ce qu'ils vont être de l'industrie, du tertiaire, ou un secteur à part aussi, parce que ça peut être aussi en débat hein, dans le cadre des PCAET, en tout cas dans le cadre de la responsabilité des territoires. Sachez qu'il y a différents travaux aussi un peu annexes du ROSE, mais qui vont arriver cette année. Je pense déjà des travaux sur les data centers qu'on a fait collectivement avec la DRIUAT, Enedis, RTE, Airparif. Des travaux sur la vulnérabilité énergétique des industries, donc notamment suite à la crise énergétique de 2022. Et là, évidemment, on vient de revivre une crise énergétique en 2026. Des travaux sur les réseaux de fraîcheur également, je voulais le citer, et des travaux aussi exploratoires sur le parc tertiaire global en Île-de-France, donc évidemment pas que le tertiaire public, mais tout le tertiaire privé également. Donc c'est des travaux que vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'AREC, de l'Institut Paris-Région, et puis sur certains travaux et effectivement en lien avec Airparif. Et aussi, on voulait vous donner rendez-vous pour celles et ceux intéressés à la 4e rencontre régionale des PCAET, donc des plans climat, air, énergie territoriaux, qui se passera donc à l'Institut Paris-Région le 19 novembre prochain et qui sera l'occasion de faire réseau entre les différents chargés de mission plan climat des collectivités, les différents acteurs qui contribuent à ces démarches-là et d'échanger toujours sur les thématiques un peu du moment. Merci beaucoup. Puis Dylan, je ne sais pas si tu veux faire un petit mot. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Désolé pour le surplus de temps qu'on a pu faire. Hein. Il y a beaucoup de sujets sur le tertiaire et sur les données du ROSE. Donc, on a essayé d'être le plus rapide possible, mais parfois, c'est pas forcément le possible. Donc, comme je vous ai dit, tous les supports de présentation, le replay et les questions seront donc sur le site du ROSE. D'ici l'été ou maximum d'ici la rentrée. N'hésitez pas à nous contacter directement, Pierre ou moi, pour toute question en lien avec les consos, les émissions et les productions d'énergie ou relatives au ROSE. Hein, on reste disponible au besoin. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous et à toutes.